Comme je disais tout à l'heure, vous savez probablement déjà quel produit ou quel service vous souhaitez vendre. C'est la raison pour laquelle vous voulez mettre en place une stratégie marketing. Mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, il y a un certain nombre de questions qu'il vaut mieux se poser avant même de travailler sur sa stratégie marketing, avant même de vouloir vendre un produit. Dans un premier temps, vous devriez vous demander, est-ce qu'il y a de la demande sur mon produit? La demande, c'est est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à acheter ou est-ce qu'il y a au moins des gens qui se renseignent sur la thématique de mon produit? Il y a un outil qui existe qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés. On va y aller tout de suite. Cet outil qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés, c'est un outil qui est disponible dans l'interface Google AdWords. Donc Google AdWords, c'est l'outil qui permet de faire de la publicité avec Google. Et donc cet outil de planification des mots-clés se trouve ici, outil de planification des mots-clés. Ce logiciel, vous allez taper un mot-clé ici, par exemple chaussures. Vous voulez vendre des chaussures. Je vais prendre un truc voilà, vraiment très simple, une chaussure. En France, sur le marché français pour des gens qui parlent français, et vous allez cliquer sur obtenir des idées. Cet outil va vous dire, voilà, le mot-clé chaussure est tapé tant de fois par mois sur Google. Donc on arrive, lorsqu'on fait la recherche sur deux onglets, par défaut on est sur cet onglet-là, il faut aller sur l'onglet idées des mots-clés. Et donc Google vous dit, bah, très bien, chaussure, c'est tapé 110 000 fois en moyenne par mois. Il vous dit aussi, bah, j'ai vu que tu voulais avoir des recherches sur le mot-clé chaussure, hein, chaussure. Et bien voilà, chaussures sans S, c'est tapé 90 500 fois par mois. Chaussures femmes, c'est tapé 74 000 fois par mois. Donc déjà, lui, sur un certain nombre de mots-clés, va vous dire, il y a de la demande. Il y a des gens qui font des recherches sur ce produit, sur ce service ou sur cette thématique. Alors, cet outil a une limite. Par exemple, on va faire chaussures bleues homme. Chaussures bleues homme, 50 recherches mensuelles. 50 recherches mensuelles, c'est faible. Il y a beaucoup plus d'hommes qui cherchent des chaussures bleues que 50 par mois. C'est-à-dire que cet outil a une limite, c'est qu'il va vous donner des grosses tendances, mais il ne va pas être dans la surprécision. Par exemple, si je tape chaussures pour hommes bleus, ici, encore une fois, il y a plein d'hommes qui cherchent des chaussures bleues par mois sur Google, mais il va vous donner ici 2 traits. Ça veut dire qu'il y a moins de 10 recherches mensuelles. Grosso modo, cet outil vous donne des grosses tendances sur des gros mots-clés. Il valide votre thématique, il valide un certain nombre de choses sur le produit que vous voulez vendre, la recherche globale, mais il ne va pas valider des mots-clés très précis qu'on appelle ici en référencement de la longue traîne. D'accord? Mais au moins, il permet de verrouiller est-ce qu'il y a de la recherche. Lorsque vous avez cette réponse, est-ce qu'il y a de la recherche sur mon produit ou mon domaine d'activité, ça permet d'une part de dire bah, je peux y aller, il y a probablement quelque chose à faire, mais aussi s'il n'y a pas de recherche, vous n'allez pas utiliser par exemple le référencement naturel puisque personne ne cherche. Vous allez donc utiliser d'autres moyens comme les réseaux sociaux ou comme la publicité parce que c'est le seul moyen de faire correspondre le produit à ces gens-là. Par exemple, avant que les smartphones existent, personne ne recherchait des smartphones sur Internet, donc il n'y avait pas de recherche. Pour autant, il y avait quand même un marché. Les smartphones, on les a connus parce que les gens en ont parlé. Par exemple, Apple a fait de la publicité, Apple a fait de la relation presse. Ils nous ont montré que le produit existait. Mais eux avaient les moyens de ce qu'on appelle créer un marché. Voilà pour la première question. Dans un deuxième temps, vous allez vous demander, est-ce qu'il y a un réel besoin par rapport à mon produit ou mon service? Ce que j'appelle besoin, c'est est-ce que les gens... Effectivement, on a validé qu'il y avait de la demande, mais est-ce que les gens vont pouvoir payer pour la solution? Est-ce que le problème, est-ce que la recherche, est-ce que la solution qu'ils cherchent, est-ce que leur problème finalement est suffisamment pénible pour qu'ils dépensent de l'argent? Première question. Par exemple, quand quelqu'un a mal à la tête, il a tellement mal au bout d'un moment qu'il va être capable de payer un Doliprane pour arrêter d'avoir mal à la tête. Dans le désert, si quelqu'un a soif, vous allez pouvoir lui vendre une bouteille d'eau 10, 20, 30 euros. Alors que dans la vraie vie, s'il n'avait pas vraiment soif, il serait quasiment pas capable de payer. Il prendrait par exemple une carafe d'eau parce qu'il n'a pas super soif. Dans le désert, il a vraiment soif. Ça lui fait vraiment mal. Le besoin, c'est ça. Est-ce que le besoin est réel? Donc le besoin, on peut le déterminer comme ça. Est-ce que vraiment le problème est suffisamment difficile? Il y a une question à se poser, c'est est-ce que dans la thématique que je m'apprête à utiliser, c'est-à-dire par exemple si c'est dans le bâtiment, voilà, est-ce que dans le bâtiment, les gens ont tendance à dépenser de l'argent pour résoudre un problème? Oui ou non? Dans ce cas-là, il faut regarder un petit peu vos concurrents, il faut faire une étude de marché. Est-ce que les gens dépensent de l'argent dans la thématique que je m'apprête à roxer? Une fois que le besoin, vous l'avez déterminé, est-ce que vraiment il y a un besoin? Donc est-ce que les gens seront capables de dépenser de l'argent dans ma thématique? Vous allez étudier votre concurrence, évidemment. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'elle est faible, moyenne,
élevé. Encore une fois, quand on rentre dans l'outil de planification des mots-clés, vous avez une colonne ici qui est la colonne concurrence. Par rapport à un mot-clé, il va vous dire si elle est élevée, moyenne ou faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrent, par exemple, quand il vous dit qu'elle est faible. Ce qu'il vous dit ici, c'est que s'il y a des gens qui font de la publicité sur Google AdWords, d'accord ? Grosso modo, s'il y a des gens qui, sur une thématique donnée, font de la publicité Google AdWords, ça veut dire qu'il y a de la concurrence commerciale. Vous avez d'autres gens qui veulent vendre des produits dans votre thématique. Si la concurrence est faible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrent, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrent dans le domaine commercial. Grosso modo, il n'y a personne qui fait de la publicité. Donc, il y a peut-être une place à prendre. Donc évidemment, par concurrence, il y a une notion de nombre, une notion de est-ce qu'il y a des concurrents et combien ils sont, est-ce qu'elle est élevée, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est moyenne. Mais il y a aussi une question de qualité. Dans ce cas-là, vous allez devoir aller voir quels sont les différents produits ou services que propose ma concurrence par rapport aux problématiques, par rapport aux recherches données dans ma thématique. Quatrième question, est-ce que le produit que je vais vendre est rentable ? Moi, je vois souvent dans des conférences ou dans des formations que je mène, des gens, par exemple, qui veulent faire des vêtements sur mesure. Ces vêtements sur mesure, ils vont les vendre entre 40 et 100 euros. D'accord ? Donc, par exemple, quelqu'un qui fait des pulls sur mesure. Seulement, un pull sur mesure, eux, ils vont le confectionner et ça leur met une journée à faire. Imaginons que ce pull, ils vendent 50 euros et qu'ils n'ont pas de capacité de production au-delà de un pull par jour. Ça veut dire, grosso modo, s'ils arrivaient à vendre tous les pulls qu'ils produisaient, eh bien, ils arriveraient seulement à faire, on va dire un mois sur 30 jours, 30 fois 50 euros de vente, 1500 euros. D'accord ? C'est leur capacité maximum à pouvoir gagner 1500 euros puisqu'ils peuvent vendre maximum 30 pulls, puisqu'ils peuvent en produire seulement 30. Déjà là, le produit n'est pas rentable. Il vous demande trop de temps à produire par rapport à ce qu'il va vous rapporter. Parce que si vous arrivez à vendre pour 1500 tous les mois, encore faut-il tout vendre. Mais même si vous vendez tout, un pull par jour, vous gagnez que 1500. En ayant payé les charges, vous gagnez quoi ? Même pas 700 euros par mois. Ça n'est pas rentable. D'accord ? Donc posez-vous bien la question, ça c'est ce qu'on appelle un business plan, mais c'est un business plan qui est très rapide. Est-ce que je vais être capable ? Vous ne vous posez même pas la question de est-ce que je vais être capable de le vendre. Partez du principe, si je vends tout, est-ce que je gagne de l'argent et est-ce que je gagne vraiment de l'argent à la hauteur de mon travail, quoi. Parce que dans le cas des pulls, par exemple, on gagnerait moins qu'un SMIC. Okay, donc rien ne sert de créer une entreprise si c'est ça. 5. Est-ce que ce produit est automatisable ? Encore une fois, là, toutes les questions qui viennent après, c'est la rentabilité. En l'occurrence, le pull ici, est-ce que je ne peux pas, pour régler ce problème de rentabilité, le faire produire de façon automatique ? Le sous-traiter à une société qui va produire ça par machine. Parce que ça va me permettre de régler la question, c'est si par exemple aujourd'hui je fais 20 commandes de pulls, je ne vais pas être capable d'en produire 20. Par contre, si je l'automatise, eh bien, je vais être capable d'en produire 20. Si je vais faire ça par machine, je vais être capable d'en produire autant que je peux. Je vais pouvoir répondre à une demande forte par une capacité de production forte. 6. Est-ce que ce produit, encore une fois, est sous-traitable ? Est-ce que, par exemple, si je fais de la prestation de service, par exemple, si je vends des sites internet, est-ce qu'à un moment donné, si la demande est forte, est-ce que je vais pouvoir déléguer une partie de ce travail à un salarié, quand je parle de sous-traitable, c'est-à-dire ce n'est pas vous qui allez produire. Vous allez le faire produire par un salarié ou le faire produire par une autre société pour, encore une fois, être capable de répondre à une demande forte ou être capable, par exemple, de vous retirer un peu de votre entreprise, aller en vacances pour autant que ça continue à gagner de l'argent. L'automatisation ou la sous-traitance, ce sont des choses qui vont permettre de sortir de votre entreprise sans pour autant arrêter de gagner de l'argent. 7. Est-ce que ce produit est duplicable ? En l'occurrence, si vous arrivez à faire produire, si c'est un produit par machine, il est duplicable. C'est-à-dire la machine, elle n'a pas de problème pour dupliquer un produit. Si vous vendez des produits numériques comme des formations, comme des livres, sous forme de PDF par exemple, eh bien ce produit, peu importe le nombre de fois vous allez le vendre, eh bien il est déjà produit. Il n'y a plus qu'à le dupliquer, le copier-coller. Si c'est de la prestation de service que vous faites vous-même, vous ne pouvez pas copier-coller. Si c'est du sur-mesure, vous ne pouvez pas copier-coller. Il y a une étude qui est faite par spécificité. Vous ne pouvez pas vous dupliquer vous-même, d'accord ? Donc, il est toujours plus rentable de travailler sur des produits automatisables, sous-traitables, que des produits sur mesure que vous allez faire vous-même parce qu'ils ne sont pas duplicables. 8e question enfin, est-ce que c'est quelque chose qui peut m'apporter de la récurrence ? Par exemple, si vous vendez des abonnements téléphoniques, eh bien, tous les mois, il y a un prélèvement qui est fait chez les comptes du client, il y a une récurrence, il y a une fidélisation qui est automatisée.
Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de récurrent avec prélèvement automatique, mais est-ce que mon produit, il y a une forme de récurrence qui va s'installer. Un restaurant, par exemple, il y a une forme de récurrence. Parce que quelqu'un qui est venu manger le lundi, il peut venir aussi le mercredi, il peut venir aussi le jeudi. Est-ce que ça va? Est-ce qu'à l'intérieur de mon produit, j'ai une sorte de fidélisation intrinsèque, d'accord? Lorsque vous faites de la peinture, évidemment, il y a une sorte de fidélisation parce que la personne qui a fait sa chambre en peinture, une fois qu'elle l'a faite, peut-être que l'année prochaine, elle va le refaire. Mais ce n'est pas quelque chose de très récurrent. Un service du consommable, par exemple, quand vous vendez des imprimantes, eh ben, il y a des cartouches qui vont avec. Il y a une forme de récurrence dans les commandes, d'accord? Une fois que vous avez répondu à l'ensemble de ces questions, vous pouvez être quasiment certain que ce produit ou ce service que vous allez vendre est le bon et que vous pouvez poser votre stratégie marketing pour le vendre parce que ça va être rentable, ça va être bénéfique et pour le client, mais aussi pour vous.